La lueur des guirlandes de Noël se reflétait dans les verres de cristal lorsque je posais mes plats sur la grande table du salon. Les conversations, jusque-là animées, s'interrompirent presque imperceptiblement. Amélie, ma belle-fille, se tenait près de la cheminée dans une robe de soie rouge qui devait coûter plus que ma pension mensuelle. Son sourire impeccable cachait mal une pointe d'agacement. Puis, d'une voix assez forte pour que chacun l'entende, elle lança cette phrase cruelle. « Eh bien, au moins, les chiens auront de quoi manger ce soir avec les plats de la vieille. » Un éclat de rire nerveux parcourut l'assemblée. Pas un seul de ses invités n'osa la contredire. Mon cœur se serra, mais mes lèvres esquissèrent un sourire calme. Ce fut à cet instant précis que quelque chose en moi se brisa. Je redressai les épaules et regardai autour de moi, les visages figés entre curiosité et malaise. 23 regards se tournèrent vers moi. Alors, d'une voix douce mais ferme, je déclarai « Puisque ce soir nous choisissons d'être honnêtes, laissez-moi vous révéler ce qu'Amélie pense réellement de chacun d'entre vous. » Le silence fut assourdissant. La musique de Noël continuait de résonner faiblement en arrière-plan. Mais l'air lui-même semblait suspendu. Le maquillage impeccable d'Amélie ne suffisait plus à masquer la panique qui envahissait ses yeux. 3 jours auparavant, je n'étais qu'Éléonore, veuve depuis la mort de mon mari Georges, et belle-mère dévouée, qui passait ses journées à préparer ce que je croyais être un festin parfait pour la fête annuelle d'Amélie. 16 heures de cuisine, des pâtes roulées à la main, une côte de bœuf qui m'avait coûté 300 €, des desserts pour lesquels j'avais commandé des ingrédients spéciaux. Tout cela parce qu'elle m'avait demandé, d'un ton mielleux, une petite contribution. J'aurais dû me méfier. 3 années à observer ces manipulations auraient dû me rendre plus lucide. Mais le deuil rend aveugle et la solitude pousse à accepter l'inacceptable. Depuis la disparition de Georges, j'étais prête à tout pour rester incluse dans la vie de mon fils David. J'avais fermé les yeux sur chaque humiliation, chaque remarque blessante. Le soir venu, je franchis la porte de leur maison à Lyon, les bras chargés de plats lourds, le dos douloureux, mais le cœur plein d'espoir. J'avais imaginé les sourires de reconnaissance, peut-être même un mot de gratitude. Mais je n'avais pas prévu l'indifférence glaciale de ma belle-fille. Elle m'ignora presque, puis me réduisit publiquement à la vieille femme, dont les plats serviraient de pitance aux chiens. Ce n'était pas seulement une insulte à ma cuisine, c'était une gifle à toute mon existence, à ces années de dévouement silencieux. Les invités, eux, rirent faiblement, par lâcheté plus que par cruauté. Je sentis mes mains trembler, puis se raffermir. Une chaleur nouvelle monta en moi, mélange de colère et de lucidité. Je me tournai vers Juliette, son amie agente immobilière, qui ne cessait de vanter sa dernière vente. « Juliette, sais-tu ce qu'Amélie dit de toi? Qu'après l'achat de ta nouvelle maison, tu es noyée sous les dettes. Que ton mari songe à partir parce qu'il ne supporte plus de te voir courir après les apparences au lieu de t'occuper de ta famille. » Le verre de vin glissa des doigts de Juliette et se brisa au sol. Un frisson parcourut la salle. Les yeux s'élargirent. Les visages se figèrent. « Éléonore, arrête !» souffla Amélie, mais je continuai. Je me tournai vers Michel, son partenaire de tennis, l'homme toujours rieur. « Et toi, Michel? Elle dit que tu bois dès le matin, que tu sens le bourbon avant même midi. Elle prétend que ta femme reste avec toi uniquement par peur que tu te fasses du mal si elle te quitte. » Le sourire de Michel s'effaça d'un coup.
Sa femme, Sarah, se crispa, confirmant malgré elle mes paroles. « Maman, je t'en supplie, » intervint David derrière moi. Sa voix tremblait. Mes 3 années d'humiliation ne pouvaient plus être contenues. Je me tournai vers Karine et Stéphane, ce couple modèle qu'Amélie invitait toujours, parce qu'ils organisaient les meilleures soirées du quartier. « Karine, Amélie pense que ton mariage n'est qu'une façade. Elle dit que Stéphane entretient une liaison avec sa secrétaire depuis 2 ans. Quant à toi, Stéphane, elle se moque de vos finances ruinées par de mauvais investissements, affirmant que tu fais semblant d'être prospère alors que votre ménage sombre dans la dette. » Le visage de Karine se fissura. Stéphane baissa les yeux. L'assemblée entière se mit à murmurer. Je n'étais pas encore au bout. Je vis Robert et Lynn, un couple âgé qui habitait la même rue depuis 8 ans. Toujours serviable, toujours présent. Savez-vous comment Amélie vous appelle? Les vieux ennuyeux. Elle dit qu'on ne vous invite que par pitié, que votre manière de manger la dégoûte et qu'elle espère vous voir bientôt enfermé dans une maison de retraite. Les larmes jaillirent des yeux de Lynn. Robert la prit par l'épaule, secoué par la douleur. C'est alors que David s'interposa enfin. « Maman, qu'est-ce qui te prend ?» Son regard oscillait entre l'amour filial et la loyauté conjugale. « Ce qui me prend ?» répondis-je d'une voix calme à Corme. Ce sont 3 années de mépris avalées en silence. Amélie tenta une défense pathétique. « Ce sont des conversations privées, sorties de leur contexte. »« Vraiment ?» demandai-je avec douceur. « Parce que je m'en souviens mot pour mot. » À ce moment-là, les premiers invités prirent leur manteau. Le vernis parfait de cette réception s'écaillait sous leurs yeux. Les décorations de Noël semblaient soudain criardes, artificielles. Puis, pour la première fois depuis des années, je sentis mes jambes solides, mon dos droit. Je sortis mon téléphone de mon sac et le brandis. Et sachez, Amélie, que j'ai enregistré chacune de ces conversations depuis 6 mois. Un murmure parcourut la salle. Certains sortirent déjà leur portable pour filmer la scène. La réputation de parfaite hôtesse d'Amélie se consumait en direct. À ce stade de mon récit, chers auditeurs, permettez-moi une courte pause. Si cette histoire vous tient en haleine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire. Dites-moi d'où vous nous écoutez. Vos voix comptent et vos histoires méritent aussi d'être entendues. Amélie, blême, s'avança pour me saisir le téléphone. Je reculai légèrement. Je ne te le conseille pas, ma chère. Ce n'est qu'une copie. J'ai d'autres sauvegardes en lieu sûr. Les derniers invités hésitaient entre la porte et le spectacle. Certains filmaient déjà pour immortaliser l'instant. Mon fils, le visage défait, me regardait comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Dehors !» murmura Amélie d'une voix tremblante. « Sors de ma maison. » Je ramassai mon sac avec dignité. « Volontiers. Mais souviens-toi, Amélie, avant de nourrir tes chiens avec ma cuisine, assure-toi de savoir à qui tu as affaire. » Je franchis le seuil en laissant derrière moi une maison où les cris d'Amélie résonnaient déjà. Pour la première fois en 3 ans, je ne craignais plus la réaction de mon fils. Je savais que le vent venait de tourner. Je n'avais pas encore atteint ma voiture que mon téléphone vibrait déjà sans répit. Des messages affluaient de numéros inconnus. Des liens vers des vidéos, des captures d'écran, des « tu as eu raison » chuchotés à l'abri des regards. L'explosion sociale que je venais de déclencher dans le salon d'Amélie se propageait dans tout le quartier de Lyon comme une traînée de poudre. En remontant la rue, l'air froid me fouettant le visage,
je sentis une légèreté que je n'avais plus connue depuis la mort de Georges. J'avais parlé. J'avais enfin parlé. La première à appeler fut Juliette, l'agente immobilière au rire facile. Je m'attendais à des reproches, à une colère brûlante. Sa voix, pourtant, vibrait d'une reconnaissance contenue. « Éléonore, merci. Tu m'as évité de m'enfoncer davantage. Je faisais semblant devant tout le monde. Hier soir, j'ai parlé avec Marc pendant des heures. On va consulter. Pas pour les apparences, pour nous. » Je restais silencieuse quelques secondes, surprise par la douceur inattendue de ses mots. « Je n'ai pas voulu te faire du mal, Juliette. Tu m'as fait un bien que je n'osais pas demander, » répondit-elle. « Je préfère une vérité qui pique à un mensonge qui étouffe. » Puis ce fut Michel. Sa voix rauque cherchait ses mots, comme s'il apprivoisait à peine le courage. « J'entre en cure, » dit-il simplement. « Sarah vient avec moi à la première réunion. » Je fermais les yeux, émue par cette décision qui sonnait juste. Parfois, la vérité n'écrase pas. Elle désigne une porte. Karine m'écrivit un long message, tremblé et digne à la fois. Elle avait confronté Stéphane. La liaison existait. Je ne veux plus des dîners où l'on éclaire les bouquets pour mieux cacher les fissures, dit-elle. Robert et Lina m'envoyèrent, de leur côté, une photo de leur jardin d'hiver. 2 fauteuils côte à côte. Une tasse de tisane fumante dans chaque main. « Au moins, on sait à quoi s'en tenir », ajouta Lynn. Je regardais longtemps ce cliché simple, plus vivant que toutes les couronnes de Noël, suspendues dans les maisons trop blanches. Le lendemain, la ville recouvrit sa routine. Les rails du tram brillaient sous un ciel gris, et la Saône avançait, indifférente, comme elle avance depuis des siècles. Mon propre souffle avait gagné une régularité nouvelle. Quand David frappa à ma porte vers la fin de l'après-midi, il avait le visage tiré, les épaules basses. Je posais 2 tasses sur la table, comme je le faisais quand il était petit, et qu'un cauchemar l'avait poursuivi jusque dans la cuisine. « Maman, » dit-il, « tu as détruit le cercle d'Amélie. Elle ne me parle presque plus. Les enfants demandent « Pourquoi mamie a fait pleurer maman ?» Je pris le temps de remuer la cuillère dans son café, de laisser s'installer ce silence qui permet aux mots d'arriver vraiment. Je n'ai rien détruit, David. J'ai dévoilé ce qui tenait par des épingles. Il baissa les yeux, les doigts serrant la tasse comme une bouée. Pourquoi devant tout le monde? Pourquoi comme ça? Parce que depuis 3 ans, j'ai tenté de gagner ma place par l'utilité. Cuisiner, garder les petits, prêter de l'argent, me taire. Et, chaque fois, ta femme m'a rappelé que je n'étais qu'une tolérance polie autour de votre vie. Quand elle a traité ma cuisine de pitance pour chien, c'est la digue qui a lâché. J'ai compris que j'avais sacrifié ma dignité pour acheter une place qui n'existait pas. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'embuèrent. « Elle a dit ces choses, » murmura-t-il. « Toutes. J'ai écouté une partie des enregistrements. Elle voulait me convaincre que tu avais monté ça par jalousie. Mais les mots étaient les siens. »« On ne maîtrise pas les autres, » dis-je. Seulement la façon de leur répondre. Elle veut que je coupe les ponts, définitivement. Elle dit qu'elle ne se sentira plus jamais en sécurité près de toi. Je sentis la morsure de ses mots. Pourtant, au fond, rien d'étonnant. Amélie n'avait jamais su vivre sans verrouiller chaque pièce à sa façon. Et toi, David? Il fixa la fenêtre, où la lumière de fin de journée dessinait un rectangle pâle sur le sol. Je veux que mes enfants connaissent leur grand-mère. Qu'ils apprennent à cuisiner avec toi comme moi, j'ai appris. Qu'ils sachent qu'on ne traite pas sa famille comme un meuble qu'on déplace selon son humeur.
Je posai ma main sur la sienne. « Ce sera difficile. Peut-être. Mais j'ai entendu autre chose, » continua-t-il. « Quand elle croyait que je n'écoutais pas, elle parlait de toi comme d'un poids, et de moi comme d'un projet à maîtriser. Je ne l'avais jamais entendue ainsi. Ce soir-là, après son départ, l'appartement retrouva sa respiration tranquille. Je regardais le portrait de Georges sur le buffet. Sa bouche avait cet air de patience un peu ironique qu'il prenait quand il faisait tourner un problème dans sa tête, jusqu'à trouver le fil. Tu aurais aimé la voir trébucher sur sa propre mise en scène, murmurai-je. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression qu'il souriait. 2 jours plus tard, une journaliste m'appela. Elle s'appelait Claire Moreau, de France 3, Auvergne, Rhône-Alpes. On lui avait envoyé des images de cette fameuse soirée. Elle voulait parler de la cruauté ordinaire dans les familles, de ces silences qui fabriquent des victimes consentantes. J'aurais décliné autrefois, par crainte d'exposer notre intimité. Mais quelque chose en moi avait bougé. « D'accord, » dis-je, à condition que la parole donnée reste entière. Elle tint sa promesse. Le reportage, diffusé un jeudi soir juste avant le Nouvel An, fut sobre et juste. Claire avait interrogé plusieurs invités qui avaient confirmé l'habitude d'Amélie. La petite phrase qui pique, le rire qui fait mal, l'élégance qui sert de paravent. Je me vis à l'écran, digne et simple, sans enjoliver, sans accuser pour m'excuser. Et soudain, mon téléphone devint un sas de confidences. Des femmes m'appelaient de toute la région, puis de plus loin. Elles disaient « On m'a dit de faire la paix, de comprendre, d'être patiente. » Je me suis perdue à force de comprendre tout le monde. Mi napum di sa maman mi moucha, elle d'assaillant. Merci d'avoir parlé. Parmi tous ces appels, un nom me glaça et manqua à la fois. Maître Richard Duval, l'avocat de Georges. « Madame Éléonore, dit-il, j'essaie de vous joindre depuis des semaines. Votre mari m'a confié des documents à remettre en main propre si certaines conditions étaient réunies. Je pense que nous y sommes. Quelles conditions? Que vous vous défendiez, que vous refusiez de l'abus, même s'il vient de la famille. Son cabinet, près de la place Bellecour, n'avait pas changé. Boiserie sombre, dossiers rangés, avec une rigueur presque musicale. Sur le bureau, pourtant, s'étala bientôt un monde auquel je n'avais jamais eu accès. Acte de propriété, relevé d'investissement, statut d'un trust dont j'ignorais l'existence. Richard parla avec cette prudence qui donne du poids au moindre terme. 6 mois avant sa mort, Georges est venu me voir. Il s'inquiétait de la manière dont votre belle-fille vous parlait, de la place qu'elle prétendait tenir. Il craignait qu'après son départ, les choses empirent. Alors il a mis de côté des actifs, séparément. Pas pour cacher, pour protéger. Je passais mes doigts sur les signatures, sur l'encre sèche qui gardait la forme de sa main. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Il voulait que vous receviez ces documents, seulement si vous faisiez un pas que lui-même n'aurait pas pu faire à votre place. Poser une limite. Le trust est assorti d'une clause très claire. Si David se laisse convaincre de vous rayer de sa vie, les fonds seront versés à une fondation. S'il tient sa place de fils malgré les pressions, vous gardez la main. Il voulait vous libérer tous les deux d'un chantage affectif. Je lus, relus. Les chiffres, d'abord, me parurent irréels. Ce n'était pas la modeste assurance sur laquelle je survivais depuis 3 ans. C'était une somme qui change une vie, soigneusement structurée, contrôlée, transparente. Au bas de la pile, un dossier portait un titre étonnant, presque ironique. Opération Vérité.
Des notes de Georges, précises, organisées. Documenter. Ne pas répondre à chaud. Conserver les preuves. Parler en plein jour, jamais dans les couloirs. Je découvrais, bouche close, que je n'avais pas seulement craqué. Sans le savoir, j'avais suivi un fil qu'il avait tendu pour moi, pour nous. Sur le chemin du retour, la ville me sembla différente, comme si les façades s'étaient délestées d'une neige trop lourde. Je rentrais, rangeais les documents dans un tiroir que je verrouillais. Je pensais aux enfants, à David, à ce que cette découverte changerait ou ne changerait pas. L'argent ne répare pas les blessures, mais il interdit à ceux qui blessent d'acheter votre silence. Le surlendemain matin, un facteur m'apporta une lettre recommandée. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats parisien. Papier épais, liseré doré. « Mise en demeure », disait l'objet. On m'y enjoignait de sexer toute diffamation envers Amélie, sous peine de poursuite. La rage me monta aux joues, puis retomba, remplacée par une clarté presque apaisante. Après 3 ans de petite guerre psychologique, elle venait d'ouvrir une bataille en plein jour. Là où je savais me tenir, j'appelais Maître Duval. J'aurais besoin d'une consoeur spécialisée en contentieux de harcèlement et d'abus envers personnes vulnérables, dis-je. Je vous recommande Maître Patricia Morel, répondit-il. Elle ne s'incline pas devant la mauvaise foi. À son cabinet, près du palais de justice, Patricia écouta, prit des notes, parcourut les enregistrements, les attestations, les messages. Sa conclusion tomba nette. En nous accusant de harcèlement, votre belle-fille nous offre la possibilité d'exposer le sien. Nous demanderons une ordonnance de protection, des séances de tomes de médiation familiale sous contrôle judiciaire et des dommages pour préjudice moral. Et nous ferons constater les tentatives d'isolement qui relèvent d'un schéma d'emprise. Elle criera au complot, soufflai-je. Quel cri! Les faits ne crient pas, ils tiennent, et les vôtres tiennent. Je sortis du rendez-vous le pas sûr, la respiration profonde. Devant moi, la cathédrale dessinait son relief clair sur le ciel. Je n'étais pas une vieille femme capricieuse qui se vengeait d'un dîner raté. J'étais une veuve qui retrouvait sa voix, et, avec elle, la main de son mari tendue depuis l'ombre. Le soir venu, David m'appela. Sa voix était tendue comme un fil prêt à rompre. Amélie a pris un avocat. Elle parle de partir avec les enfants chez sa mère, en Provence. Elle dit qu'elle peut disparaître, le temps que ça passe. Écoute-moi, dis-je doucement. Demain, je viens à ton bureau. J'apporte des documents que ton père a laissés. Ils t'aideront à voir clair. Un long silence suivit. « D'accord, souffla-t-il. Viens. » J'éteignis les lumières une à une. Dans la pénombre sereine du salon, le cadre de Georges renvoyait un éclat discret. « Tu vois, mon amour, » murmurai-je. « Le fil tient. » Et je me couchais sans peur, prête à entrer, au matin, dans la pièce suivante de cette vérité qui n'allait plus reculer. Le lendemain matin, je marchais d'un pas décidé vers le bureau de David. Le vent d'hiver s'infiltrait dans les rues étroites, cinglant les joues, mais je tenais fermement la mallette remplie des documents laissés par Georges. Chaque pas résonnait comme une réponse silencieuse aux années d'humiliation que j'avais endurées. David m'attendait, le visage marqué par la fatigue. Ses traits, autrefois pleins de jeunesse, semblaient creusés par des nuits sans sommeil. Ses yeux avaient perdu l'éclat tranquille qu'il gardait quand il était enfant et qu'il venait me confier ses peurs après une mauvaise journée d'école. Je posai la mallette sur son bureau et l'ouvris lentement. Les dossiers,
soigneusement classés, libérèrent une odeur de papier ancien, mélangée à la trace discrète du tabac, que Georges aimait tant. David fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? Ton père t'a laissé bien plus qu'un héritage matériel, » répondis-je. Il a prévu ce moment. Je sortis les documents un à un, les étalant sous ses yeux. Les preuves des manipulations d'Amélie, les relevés d'investissement, les rapports d'un enquêteur privé. Chaque page semblait l'alourdir davantage. « Maman, » murmura-t-il, abasourdi. « Tout ça, papa savait ? » Il savait. Il n'ignorait rien de la façon dont ta femme me traitait. Il craignait qu'elle ne cherche à me détruire après sa mort. Alors il a préparé ses protections. David feuillette un rapport où apparaissaient des extraits de courriels entre Amélie et sa sœur. Les phrases suintaient la perfidie. Elle n'a plus que nous, il faut l'isoler. Plus elle dépendra, plus nous aurons de contrôle. Mon fils pâlit, secoua la tête, comme s'il refusait d'associer ces mots à la femme qu'il avait épousée. « Elle parlait de toi comme d'un poids, » dit-il à voix basse. « Elle voulait même convaincre Jennifer, ma sœur, que tu perdais la mémoire. »« Oui, » repris-je doucement. « Elle voulait me faire déclarer inapte pour accéder à mes comptes. Elle tissait sa toile depuis longtemps. Un silence épais s'installa. Le tic-tac discret d'une horloge rythmait nos pensées. Enfin, David leva les yeux vers moi. « Papa a tout prévu. Et moi, je n'ai rien vu. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu ne voulais pas voir mon fils. Par amour. Par peur de perdre la paix de ton foyer. On ferme les yeux pour protéger ce que l'on croit fragile. Mais la vérité, c'est que le silence fragilise tout davantage. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai laissé Amélie t'humilier, maman. Je suis restée immobile quand elle t'appelait, la vieille, quand elle riait de toi. Je me disais que tu pouvais encaisser, que ce n'était pas si grave. »« Tu as cru me protéger en minimisant, » soufflai-je. Mais minimiser, c'est laisser l'abus s'enraciner. Je sortis ensuite le rapport le plus lourd de sens. Georges Prudent avait fait enquêter sur le passé d'Amélie avant le mariage. Les pages révélaient un parcours semé de relations brisées, de déménagements précipités, de plaintes jamais abouties. David lut, hébétant. Elle avait déjà été mariée. Elle me l'a caché. Et ce dossier en Colorado? Elle aurait exploité un vieil homme pour modifier son testament. Sa voix se brisa. Elle a refait la même chose ici. Je hochai la tête. Ton père avait compris qu'Amélie suivait toujours le même schéma. Séduire, isoler, soutirer. Il espérait que tu verrais la vérité par toi-même. Mais au cas où, il voulait que tu aies ses preuves. David se leva, marcha dans la pièce, les mains tremblantes. Puis il se tourna vers moi, le regard plein d'une résolution nouvelle. Je ne peux pas la laisser partir avec les enfants. Elle menace de disparaître. Patricia a déjà anticipé, répondis-je. Une motion d'urgence a été déposée pour l'empêcher de quitter le pays avec eux. Il me fixa longuement. Tu étais prête à cette guerre depuis le début? Non, j'étais prête à me taire. Mais ton père, lui, a prévu ma révolte. Je n'ai fait que suivre la voie qu'il avait dessinée. Les jours suivants furent un tourbillon d'échanges d'avocats, de rumeurs, de réunions familiales empoisonnées. Amélie convoqua même Jennifer et Michael, espérant les rallier à sa cause. Elle leur demanda de signer une déclaration affirmant que j'étais jalouse et instable. Jennifer me téléphona, troublée. Elle voulait que je certifie que tu avais des trous de mémoire. Quand j'ai refusé, elle s'est mise à crier.
Alors j'ai demandé à voir des preuves. Elle n'en avait aucune. Et j'ai vu quelques dossiers de papa. Tout est vrai, Éléonore. Je sentis un poids se lever de ma poitrine. Même mes autres enfants, restés jusque-là prudents, commençaient à comprendre. David, lui, oscillait entre colère et désespoir. Une nuit, il passa chez moi, les traits tirés. Elle dit que tu inventes, que tu veux briser notre famille. Mais maman, elle m'avait décrit depuis des mois comme instable, confuse. Elle préparait le terrain. Elle parlait déjà de te faire interner. Je frémis en entendant ces mots prononcés à voix haute. La stratégie d'Amélie devenait limpide. Me discréditer pour mieux m'effacer. Mais Georges avait vu juste. Ses preuves déjouaient ce plan. Un soir, Patricia m'appela avec une nouvelle qui m'ôta un poids du cœur. Le premier avocat d'Amélie s'est retiré du dossier. Il ne veut pas défendre ses mensonges après avoir pris connaissance de nos preuves. Elle cherche déjà un remplaçant, mais chaque cabinet sérieux la repoussera. Elle va devoir se contenter d'une défense fragile. Je raccrochais en laissant échapper un rire bref. Amélie, la stratège toujours si sûre d'elle, commençait à perdre ses cartes. David arriva peu après, nerveux. Elle veut négocier. Elle dit qu'elle est prête à présenter des excuses et à faire une thérapie familiale si on abandonne les poursuites. Je l'écoutais calmement. Ce n'est pas suffisant. Une excuse ne guérit pas 3 ans de mépris. Ce qu'il faut, c'est un cadre qui l'empêche de recommencer. La rencontre eut lieu dans le cabinet de Patricia, un jeudi matin, où le ciel de Lyon se teinta d'un gris lourd. J'étais assise face à Amélie, que je n'avais pas revue depuis le fameux réveillon. Elle semblait méconnaissable. Ses cheveux impeccables autrefois étaient mal coiffés, ses yeux cernés. La femme sûre d'elle avait laissé place à une silhouette abîmée par la panique. Son nouvel avocat, un jeune homme mal à l'aise, prit la parole. « Ma cliente souhaite trouver une issue amiable, dit-il. Elle est prête à s'excuser, à s'engager dans une thérapie familiale, à condition que Madame Éléonore retire sa plainte et s'engage à ne pas divulguer davantage d'informations. » Patricia répondit avec une froideur implacable. « Il n'est pas question de réduire cela à des excuses. Nous demandons un accord écrit, une protection légale et la reconnaissance explicite des abus. » Amélie, blême, se pencha vers moi. « Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai déjà perdu la moitié de mes amis. Ma réputation est détruite. Mon mariage vacille. Tu veux aussi m'arracher mes enfants? » Je la regardais longtemps. Dans ses yeux, je ne voyais pas la repentance, mais la peur de perdre ses jouets de pouvoir. Pourtant, malgré ma colère, une part de moi ressentit une étrange pitié. « Amélie, dis-je calmement, je veux que tu comprennes que tes actes ont des conséquences. Je veux que tu assumes les blessures que tu as causées. Et je veux m'assurer que jamais plus tu ne pourras m'humilier ni manipuler ma famille. » Patricia sortit alors un document précis. Voici l'accord que nous proposons. Visites encadrées des enfants, suivi psychologique obligatoire, transparence financière. Sans quoi, nous poursuivons devant le tribunal, et tout deviendra public. Le jeune avocat blêmit en lisant. Amélie serra les poings. Ses yeux flamboyants retrouvèrent un instant la cruauté que je connaissais trop. « Vous croyez avoir gagné, vieille sorcière » siffla-t-elle soudain. « Mais vous ignorez tout. Georges n'était pas le saint que vous vénérez. J'ai des secrets sur lui, qui vous feraient vomir, si vous les saviez. » Un silence glace envoûte la pièce.
Même son avocat sembla effaré par son éclat. David se pencha, d'une voix basse. « Qu'est-ce que tu veux dire, Amélie ?» Ses lèvres tremblaient, mais son regard lançait des éclairs de défi. « Ton père blanchissait de l'argent pour des criminels. Toute cette fortune dont ta mère se vante. C'est de l'argent sale. » Je sentis un froid remonter le long de ma colonne. Puis, contre toute attente, un rire s'échappa de mes lèvres. Un rire franc, libérateur, presque joyeux. Amélie me fixa, décontenancée. Je sortis alors une grande enveloppe de mon sac. « Non, ma chère, tu viens de révéler bien plus sur toi-même que tu ne le crois. Car ce que tu dis prouve que tu connais des détails qu'aucune innocente épouse ne pourrait connaître. » Je glissai l'enveloppe vers David. « Mon fils, il est temps que tu découvres qui était vraiment ton père. » David ouvrit l'enveloppe d'un geste hésitant. Ses mains tremblaient légèrement, comme s'il craignait que les feuilles qu'elles contenaient ne redéfinissent à jamais l'image qu'il avait de son père. Les premières pages révélaient des documents officiels, rapports, tampons, signatures reconnaissables entre mille. Les initiales du ministère de l'Intérieur et des services fédéraux français s'y étalaient noir sur blanc. Ses yeux parcoururent les lignes, d'abord incrédules, puis agrandis par la stupéfaction. Je le vis avaler sa salive avec peine, avant de murmurer « Papa travaillait pour la police ?» Je hochai lentement la tête. « Pendant plus de 20 ans, ton père a collaboré avec les services financiers, et même avec des unités spéciales. Son cabinet de comptabilité n'était pas seulement une couverture de prospérité tranquille. C'était un outil, un tremplin pour infiltrer des circuits douteux. Georges a aidé à démanteler plusieurs réseaux de blanchiment. » David passa une main sur son front, les feuilles tremblant encore dans son autre main. « Alors, l'argent que tu as hérité? Chaque centime est légal, mon fils. Ce sont des honoraires, des récompenses, des fonds de protection. Ton père n'a jamais vendu son âme. Au contraire, il a risqué sa vie pour protéger d'autres familles, pour empêcher que des prédateurs prospèrent. » Le visage d'Amélie se figea. Sa bouche, toujours prompte à l'ironie, resta entr'ouverte, incapable de trouver une réplique. Patricia, mon avocate, se pencha vers elle, son ton tranchant comme une lame. « Vous venez de vous dénoncer, madame. Vous connaissiez des détails confidentiels sur des opérations de blanchiment. Des détails qui n'ont jamais été rendus publics. Comment auriez-vous pu les connaître, si ce n'est par implication personnelle? » Le jeune avocat d'Amélie pâlit, ses yeux fuyant ceux de sa cliente. Dans la salle, l'air s'épaissit, chargé d'une tension électrique. « Ce rendez-vous est terminé, » lâcha-t-il brusquement. « Ma cliente ne répondra plus sans la présence d'un défenseur fédéral. » Ils quittèrent précipitamment la pièce, laissant derrière eux un silence lourd, interrompu seulement par la respiration saccadée de David. Il leva enfin les yeux vers moi, ses traits ravagés par l'émotion. « Papa, un héros, et je n'ai jamais su. » Je posai ma main sur son épaule. Les héros ne portent pas toujours de médaille. Parfois, ils choisissent simplement de se taire pour protéger ceux qu'ils aiment. Les semaines suivantes furent une succession de révélations et de procédures. Les autorités fédérales, alertées par Patricia, ouvrirent un dossier officiel contre Amélie. Son nom circulait déjà dans une enquête plus vaste. Un réseau de manipulation financière ciblant des personnes âgées vulnérables. Le puzzle s'assemblait, pièce par pièce, et Amélie n'était pas une simple participante.
Elle apparaissait comme l'un des pivots de ces pratiques. David, bouleversé, dut affronter l'évidence. Sa femme, la mère de ses enfants, n'était pas seulement cruelle dans ses paroles. Elle appartenait à un système construit sur la tromperie, l'exploitation et la cupidité. Un soir, il vint chez moi, les yeux rougis par les larmes. Il avait dans ses bras ses 2 enfants endormis, Léa et Mathieu, leurs joues rosies par le froid. Il les posa délicatement sur le canapé, puis s'assit en face de moi. « Je veux qu'ils grandissent auprès de toi, maman. Qu'ils sachent d'où vient la vraie force. Pas dans les humiliations, mais dans la dignité. » Je sentis mon cœur se serrer. Georges aurait été fier de lui, fier de ce choix douloureux mais juste. Le procès s'annonçait. Les avocats, les juges, les convocations. Tout semblait irréel. Amélie, autrefois l'étoile des réceptions lyonnaises, apparaissait désormais dans les journaux régionaux comme une femme soupçonnée d'escroquerie et d'abus envers personnes vulnérables. Les réseaux sociaux, eux, s'emparaient de la chute spectaculaire de celle qui aimait tant s'exhiber dans ses robes de soie. Dans la salle d'audience, je m'assis au premier rang, droite, vêtue de noir simple. Amélie entra, menottée, encadrée par 2 gendarmes. Ses cheveux, autrefois lustrés, pendaient ternes. Ses yeux lançaient encore des éclairs de haine, mais la peur avait creusé son visage. Le juge lut les charges: abus psychologique, tentative d'isolement familial, manipulation financière, escroquerie aggravée. Chaque mot résonnait comme un rappel de ce que j'avais subi en silence. David, assis à mes côtés, serra ma main. « Maman, je suis désolée. Pour tout. Pour ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. » Je pressai doucement ses doigts. « Tu vois clair maintenant. C'est ce qui compte. » Le témoignage le plus difficile fut le mien. Je racontais, sans élever la voix, ces 3 années d'humiliation subtile, ces phrases qui semblaient anodines, mais qui vous rongent jour après jour. Je parlais du dîner de Noël, de cette phrase cruelle qui avait tout déclenché. Les plats de la vieille iront aux chiens. La salle retint son souffle. Les journalistes griffonnaient. Les caméras fixaient chaque détail. Mais moi, je ne voyais que le regard de mes petits-enfants dans le public, curieux et grave à la fois. Je voulais qu'ils comprennent que se taire face à l'injustice n'est jamais une solution. Puis vint le moment des enregistrements. Patricia présenta les heures de conversation captées. Amélie parlant de ses amis comme de pions, riant de leurs faiblesses, planifiant de m'effacer. Sa voix résonna dans la salle, froide, méprisante. Chaque extrait détruisait un peu plus l'image qu'elle avait tenté de conserver. Quand ce fut terminé, je crus voir David se tordre de douleur. Mais dans ses yeux brillait aussi une lueur nouvelle, la détermination de protéger enfin ses enfants, coûte que coûte. Amélie fut reconnue coupable. Elle écopa d'une peine de prison ferme, assortie d'interdictions sévères. Pas de contact non encadré avec les enfants. Obligation de suivre une thérapie. Restitution de fonds détournés. Je sortis du tribunal, les flashs m'aveuglant, mais je ne me sentais pas victime. Je me sentais libre. Dans les jours qui suivirent, je reçus des appels de partout. Des associations de défense des aînés me contactèrent. Certaines voulaient que je témoigne dans des conférences. D'autres proposaient de créer une fondation. L'idée prit racine en moi. Transformer ma douleur en arme contre le silence. Avec l'argent laissé par Georges, j'ouvris une fondation pour aider les personnes âgées à reconnaître les signes d'abus, à dénoncer sans honte, à trouver des avocats qui les écoutent.
Je voyais dans les yeux de chaque femme qui m'appelait ce mélange de peur et d'espoir que j'avais moi-même porté trop longtemps. Un soir, alors que je rangeais des papiers dans mon bureau, David entra discrètement. Il avait les enfants avec lui. Léa, en riant, grimpa sur mes genoux. Mathieu posa sa tête sur mon épaule. « Maman, » dit David, « je suis fier de toi, fier de ce que tu as fait pour toi, pour nous, pour eux. Papa aurait été fier aussi. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. Mais cette fois, elles n'étaient pas faites de douleur. Elles étaient le fruit d'une victoire silencieuse. La mienne, celle de Georges, celle de toutes les femmes qu'on avait voulu réduire leur silence. Pourtant, malgré la sentence, malgré la fondation, malgré la paix retrouvée, une part de moi savait que l'histoire n'était pas terminée. Car les réseaux qu'Amélie fréquentait existaient toujours dans l'ombre. Elle n'était qu'un maillon. Et, tôt ou tard, d'autres visages apparaîtraient. Mais j'avais appris une chose essentielle. Je n'étais plus une vieille femme que l'on pouvait écarter d'un revers de main. J'étais Éléonore, veuve de Georges, mère de David, grand-mère de Léa et Mathieu. Et surtout, une voix qui ne se tairait plus jamais. Et ce soir-là, en contemplant les lumières de Lyon scintiller au loin, je sus que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le mois qui suivit le procès fut une période étrange, presque irréelle. Après des années de silence-force, après l'explosion du réveillon et la tempête judiciaire, un calme inattendu s'installa dans ma vie. Mais ce calme n'avait rien d'un repos. C'était celui qui précède une reconstruction. Chaque matin, je me réveillais dans mon appartement modeste, à 2 pas des quais de Saône. Le soleil d'hiver s'infiltrait par les rideaux, dorant les dossiers entassés sur ma table. Courriers d'association, demandes de témoignages, lettres de soutien. Des femmes, surtout, m'écrivaient « Moi aussi, ma belle-fille m'a rabaissée. Moi aussi, on m'a traitée de folle pour justifier qu'on m'écarte. Merci d'avoir osé dire ce que nous taisons depuis trop longtemps. » Je lisais chaque lettre avec soin, parfois les larmes aux yeux. J'y voyais non pas ma propre histoire, mais des milliers de récits étouffés, attendant une voix pour résonner. Un après-midi, Patricia, mon avocate, me rendit visite. Elle posa un dossier épais sur ma table et s'assit face à moi, son regard déterminé. « Éléonore, vous êtes devenue, malgré vous, un symbole. Les médias parlent de vous comme d'une grand-mère courage. Votre fondation commence à attirer l'attention. Mais il faut aller plus loin. »« Plus loin ?» répétai-je surprise. « Oui, Georges a consacré sa vie à débusquer les prédateurs financiers. Vous pouvez prolonger son œuvre en donnant aux victimes des outils concrets. Pas seulement un témoignage, mais une structure durable. » Je restais silencieuse quelques instants, mes doigts effleurant le bois usé de la table. Patricia avait raison. Ce que j'avais vécu ne devait pas se réduire à un scandale familial, encore moins à une anecdote médiatique. C'était une fenêtre ouverte sur un problème profond. La manière dont certaines personnes utilisent l'amour et la famille comme arme de domination. Avec l'aide de Patricia et de Richard, l'avocat de Georges, je créai officiellement la Fondation Georges et Éléonore. Nous organisions des ateliers dans des maisons de retraite, des conférences dans des mairies, des campagnes de sensibilisation à la télévision locale. Je me retrouvais à parler devant des foules, moi qui avais passé des années à me terrer dans la cuisine, réduite à mes casseroles et à mon silence. Les premiers temps, je tremblais en montant sur scène.
Mais chaque fois que je croisais le regard d'une femme âgée dans le public, je retrouvais ma force. Certaines hochaient la tête avec une intensité douloureuse, comme si mes mots traduisaient enfin ce qu'elles n'avaient jamais osé dire. David, de son côté, s'efforçait de reconstruire sa vie. Les enfants passaient désormais leur mercredi et leur week-end chez moi. Léa adorait m'aider à préparer les tartes aux pommes, les mains couvertes de farine, tandis que Mathieu préférait s'asseoir au sol pour écouter mes histoires de famille. Un soir, après avoir couché les petits, David resta dans le salon. Il semblait soucieux, le regard perdu dans la flamme des bougies. « Maman, » dit-il d'une voix basse, « je me demande comment j'ai pu être aveugle si longtemps. Amélie me parlait comme on dresse un animal. Je croyais qu'elle m'aimait, mais elle ne m'aimait pas. Pas vraiment. Elle aimait contrôler. » Je pris sa main. « L'amour n'aveugle pas, David. C'est la peur de perdre qui ferme les yeux. Tu voulais tellement protéger ta famille que tu as ignoré les fissures. » Il soupira. « Et maintenant, comment expliquer tout ça aux enfants ?» Je réfléchis un instant. Avec simplicité. Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails. Mais ils doivent comprendre d'une chose, que le respect est non négociable, même dans une famille. Malgré la condamnation, Amélie restait une ombre. Depuis sa cellule, elle tentait encore d'envoyer des messages, parfois à travers des amis, parfois par des lettres indirectes. Elle parlait de vengeance, de vérité cachée, comme si elle n'acceptait pas que sa chute soit définitive. Patricia m'avertit. Elle va tenter de jouer la victime, de manipuler depuis l'ombre. Mais nous avons les preuves, et maintenant l'opinion publique. Ne la craignez pas. Je hochai la tête, mais une inquiétude persistait. Je connaissais trop bien la résilience du mal. Quand une personne a bâti son existence sur la manipulation, elle ne renonce pas si facilement. Un matin d'avril, alors que le printemps réchauffait enfin la ville, je reçus une lettre inattendue. Elle venait de Lynn, ma voisine que j'avais jadis défendue lors du fameux dîner. Elle m'écrivait avec sa délicatesse habituelle. « Chère Éléonore, nous organisons dimanche une petite réunion au jardin. Pas un banquet, pas une fête mondaine, juste quelques voisins, du café et des gâteaux. Cette fois, nous voulons que vous soyez au centre, non en marge. Vous avez redonné de la dignité à beaucoup d'entre nous. Venez. » Je relus la lettre plusieurs fois. Une chaleur douce envahissait ma poitrine. Pendant 3 ans, Amélie m'avait fait croire que je n'étais qu'une intruse tolérée. Désormais, j'étais invitée comme une amie, une figure respectée. Le dimanche venu, je traversais la rue avec un panier de brioches. Dans le jardin de Lynn et Robert, les chaises étaient disposées simplement autour d'une longue table de bois. Pas de luxe tapageur, pas de faux semblants. Seulement des sourires sincères sans gras, des conversations qui respiraient. Juliette était là, radieuse. Elle m'embrassa en me glissant. « Marc et moi allons mieux. Ce que tu as dit nous a obligés à ouvrir les yeux. Michel, lui, avait maigri. Ses traits portaient les stigmates de la lutte. Mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « 3 mois sans alcool, » dit-il fièrement. Sarah m'aide. On avance. Karine vint à son tour, plus déterminée que jamais. J'ai demandé le divorce. Ce ne sera pas facile, mais je préfère être seule que trompée. Merci de m'avoir montré que je n'étais pas folle. Je les écoutais, émue. Chacun, à sa manière, reconstruisait sa vie. Et tous avaient trouvé dans ma révolte la force de briser leur propre chaîne. Le soir tombait quand Robert leva son verre. « À Éléonore, dit-il.
à son courage, à sa voix retrouvée. Je sentis les larmes couler, mais je ne les retins pas. Je levai moi aussi mon verre. Non, pas à moi seul. À nous tous qui avons décidé de ne plus nous taire. Les verres s'entrechoquèrent doucement, et je sus à cet instant que ce que j'avais déclenché dépassait ma propre histoire. Ce n'était plus seulement une vengeance, c'était une renaissance collective. Pourtant, en rentrant chez moi ce soir-là, une pensée me hanta. Amélie n'avait pas dit son dernier mot. Derrière les barreaux, elle ruminait sûrement de nouveaux mensonges, de nouvelles armes. Mais je n'avais plus peur. J'avais découvert en moi une force insoupçonnée, nourrie par les années de silence et libérée par un simple dîner. Et surtout, j'avais retrouvé ce que je croyais perdu à jamais, ma voix. Les semaines passèrent, rythmées par le quotidien retrouvé, mais aussi par une inquiétude sourde. Amélie, malgré sa condamnation, ne disparaissait pas complètement de ma vie. Elle continuait à y envoyer des lettres depuis la prison, parfois par des intermédiaires, parfois de sa propre main. Ces mots respiraient la rancune et la menace voilée. Tu crois avoir gagné, Éléonore, mais je connais des vérités que tu ne supporterais pas. Mais y a un mot. Je pliais ces lettres sans les répondre et les transmettais à Patricia. Elle me répétait de ne pas m'inquiéter, que la justice suivrait son cours. Pourtant, je savais qu'Amélie n'avait pas appris la leçon. Les gens qui construisent leur pouvoir sur la manipulation ne renoncent pas. Ils attendent, tapis dans l'ombre, la moindre fissure pour se glisser à nouveau. Un matin de mai, alors que je préparais des crêpes pour mes petits-enfants, quelqu'un frappa à ma porte. C'était Richard, l'avocat de Georges. Son visage grave me prévint qu'il n'apportait pas une simple visite de courtoisie. « Éléonore, dit-il en posant une enveloppe scellée sur ma table. Il reste quelque chose que Georges avait préparé. Il l'appelait son dernier recours. » Je la regardais, étonnée. « Encore des documents, après tout ce que nous avons découvert ? » ?»« Oui, » répondit-il doucement. « Ce dossier n'était destiné à être ouvert que si Amélie continuait à représenter une menace, même après sa chute. » Je pris l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, une série de rapports, de notes manuscrites, et surtout, une lettre signée de la main de Georges. Ces mots résonnaient comme s'ils se tenaient à côté de moi. « Ma chère Éléonore, si tu lis ceci, c'est que le danger persiste. Tu dois savoir qu'Amélie n'a pas agi seule. Elle a des contacts, des appuis financiers, des relais dans l'ombre. Ce que tu as vécu n'est qu'une partie d'un mécanisme plus vaste. Ne la sous-estime pas, même vaincue. Et souviens-toi, la vérité n'est pas seulement une arme, elle est une lumière. Continue à l'utiliser. » Je refermai les yeux un instant. Mon cœur battait fort. Georges, encore une fois, avait vu plus loin que moi. Quelques jours plus tard, Patricia m'appela. « Éléonore, » dit-elle d'une voix ferme, « il y a un problème. Amélie tente de se faire passer pour victime dans certains médias. Ses avocates parlent de vieille dame rancunière, de manipulation d'une veuve fragile. Ils essaient de réécrire l'histoire. » Je soupirai. Voilà donc son dernier jeu. Se peindre en martyr. « Exactement, » confirma Patricia. « Mais nous avons encore des atouts. Ton témoignage ne suffit pas toujours. » Heureusement, Georges a laissé des preuves solides. Nous allons les utiliser. Le mois suivant, une nouvelle audience eut lieu. Amélie, escortée, apparut plus maigre encore, mais son regard restait venimeux.
Son avocat plaida qu'elle avait été piégée par une belle-mère jalouse, que mes enregistrements étaient sortis de leur contexte. Alors Patricia se leva, implacable. Elle présenta les nouveaux documents de Georges. Des enregistrements où Amélie parlait sans détour de ses projets. Des messages à sa sœur évoquant la possibilité de me faire interner. Des preuves de transfert d'argent suspectes vers des comptes à l'étranger. Chaque pièce réduisait un peu plus au silence la défense fragile d'Amélie. Le juge lui-même fronçait les sourcils, conscient de la gravité des preuves. « Madame », déclara-t-il à la fin de l'audience, « il apparaît clairement que votre comportement dépasse largement le cadre d'un conflit familial. Vous avez construit un système de domination et de fraude. Votre tentative de vous présenter en victime ne résiste pas aux faits. » Amélie, blême, tenta encore une fois de protester. « Tout ça n'est que mensonge !» cria-t-elle. « Je suis la vraie victime ici. » Mais sa voix résonnait creuse, sans conviction. À ma sortie du tribunal, des journalistes m'attendaient. Une femme âgée, vêtue d'un manteau sobre, s'approcha timidement avant même que les caméras ne s'activent. « Madame Éléonore, » dit-elle en me serrant la main, « vous m'avez donné du courage. Mon propre gendre me traite comme une servante. Grâce à vous, j'oserai parler. » Je lui souris, émue. Je compris alors que ce que j'avais déclenché dépassait mon histoire personnelle. Mon combat devenait celui de beaucoup d'autres. Pourtant, à la maison, le soir, le silence pesait parfois lourd. Je m'asseyais près de la fenêtre, regardant les lumières de Lyon s'étendre comme un collier d'or sur la colline. Je pensais à Georges, à ses précautions, à son amour silencieux. Sa voix résonnait encore dans ma mémoire. Ne laisse jamais ta bonté être confondue avec de la faiblesse. David, souvent, venait me tenir compagnie. Un soir, il s'assit à côté de moi, les enfants déjà endormis dans la chambre d'amis. « Maman, » dit-il d'une voix grave, « je crois que je comprends enfin ce que papa voulait pour nous. Pas seulement la sécurité financière, mais la liberté de vivre sans peur. Tu nous l'as rendue. » Ces mots me bouleversèrent. Je lui pris la main, et dans ce geste simple, je sentis la réconciliation que j'avais tant espérée. Peu après, la fondation que j'avais créée prit une ampleur inattendue. Les médias relayèrent nos actions, et des mairies de toute la région demandèrent notre daïrde. Nous mettions en place des permanences juridiques, des lignes d'écoute pour les aînés, des ateliers pour apprendre à repérer les signes d'abus. Lors de la première grande conférence à Lyon, devant une salle comble, je montais sur scène. Les projecteurs m'éblouissaient, mais je respirais profondément. Je n'étais plus la belle-mère réduite au silence, ni la veuve isolée. J'étais une voix parmi d'autres, mais une voix forte. Je parlais des humiliations, des silences, du réveillon qui avait tout déclenché. J'expliquais comment, en osant dire « assez », on pouvait briser des années d'oppression. La salle se leva pour applaudir, et je sentis mes larmes couler librement, cette fois de fierté. Pourtant, je savais qu'Amélie, même enfermée, cherchait encore à m'atteindre. Elle avait des contacts, des complices. Georgette croyait écrit vrai. Elle n'agissait pas seule. Un réseau plus vaste se dessinait derrière elle. Mais désormais, je n'étais plus seule non plus. J'avais David, mes petits-enfants, mes voisins, des dizaines de femmes qui avaient trouvé leur voie grâce à mon histoire. Et surtout, j'avais hérité de la force de Georges. Non pas l'argent, mais sa clairvoyance, sa capacité à préparer l'avenir même dans l'ombre. Ce soir-là,
en me couchant, je pensais à ce chemin parcouru. D'une phrase cruelle au coin d'une cheminée, j'étais passée à une bataille judiciaire nationale. De l'isolement d'une cuisine silencieuse, j'étais devenue le centre d'une lutte collective. Et je sus que, même si Amélie tentait encore de me nuire, elle avait déjà perdu l'essentiel, le pouvoir de me réduire au silence. L'été s'annonçait, chaud et lumineux. Lorsque la nouvelle tomba, Amélie demandait une libération anticipée, pour bonne conduite. La rumeur se répandit dans le quartier comme un parfum amer. Certains voisins craignaient son retour. D'autres ricanaient en assurant qu'elle n'oserait jamais remettre les pieds à Lyon. Moi, je restais calme. J'avais appris à ne plus trembler devant ces manœuvres. Patricia me prévint aussitôt. « Ne vous inquiétez pas, Éléonore. Même si sa peine était réduite, ses droits restent restreints. Elle n'aurait aucun accès aux enfants sans autorisation judiciaire. »« Je ne crains plus pour moi, » répondis-je doucement. « Mais je connais sa rancune. Elle n'acceptera jamais sa défaite. » Les semaines passèrent, et la décision du juge tomba. Demande rejetée. Amélie resta derrière les barreaux. Pourtant, ce refus n'éteignit pas toutes mes inquiétudes. Un soir, je trouvai dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, quelques mots griffonnés. Je reviendrai. Pas de signature, mais je reconnus aussitôt son écriture. Je transmis la lettre à Patricia qui en informa les autorités. Officiellement, on me rassura. Officieusement, je compris que la guerre psychologique continuait. Amélie voulait me rappeler qu'elle existait toujours. Mais cette fois, ces menaces ne me réduisaient plus au silence. Elles ne faisaient que renforcer ma détermination. Ma fondation, elle, grandissait. Des bénévoles affluaient, des associations nous rejoignaient, des familles témoignaient. Nous étions invités à Paris, à l'Assemblée nationale, pour présenter un rapport sur les abus envers les personnes âgées. J'y allais avec David et mes petits-enfants. Je me souviens encore de la salle majestueuse, des plafonds dorés, du bruissement des papiers. Lorsque je pris la parole, ma voix résonna claire, assurée. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer ma famille signifiait tout accepter. J'avais tort. Le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. Et ce droit ne diminue pas avec l'âge. Des applaudissements éclatèrent. Dans les yeux de Léa et Mathieu, je vis une fierté pure. Ils n'avaient plus honte de leur grand-mère. Ils voyaient en moi une force. Un soir d'automne, David vint dîner avec eux. Après le repas, alors que les enfants jouaient dans la chambre, il resta seul avec moi. « Maman, » dit-il d'une voix émue, « je crois que je comprends enfin le cadeau que papa nous a laissé. Ce n'était pas seulement l'argent, ni même l'épreuve. C'était un chemin. Il voulait que nous soyons capables de nous relever et de dire non. » Je hochai la tête. Oui, il savait que la vraie force ne réside pas dans les biens, mais dans le courage de protéger ce qui compte. David me prit la main. « Tu m'as appris plus en un an qu'en toute ma vie d'adulte. J'ai honte de ne pas t'avoir défendu plus tôt. »« Ne porte pas cette honte, » répondis-je doucement. « Nous avons tous nos aveuglements. L'essentiel, c'est de les dépasser. » L'hiver suivant, une dernière confrontation eut lieu. Lors d'une audience liée à l'avancement de sa peine, Amélie fut autorisée à comparaître devant un comité. J'y assistais, non par obligation, mais par choix. Je voulais la regarder une dernière fois sans trembler. Elle entra, me notait, mais ses yeux lançaient encore des éclairs de défi. « Vous avez détruit ma vie, Éléonore, » cracha-t-elle. « Vous avez volé mon mari, mes enfants, ma réputation. » Je la faxai calmement. « Non, Amélie,
Tu as détruit ta propre vie par tes choix. J'ai seulement révélé ce que tu cachais. » Un silence glacé s'abattit. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, je vis dans ses yeux non plus de la rage, mais un vide. Le masque s'était fissuré. Je sortis de cette salle plus légère que jamais. Je compris alors que ma véritable victoire n'était pas de l'avoir vaincu juridiquement ou socialement. Ma victoire était intérieure. Je n'étais plus la femme réduite au silence, la belle-mère humiliée. J'étais Éléonore, debout, digne, libre. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je mesure le chemin parcouru. J'ai perdu un mari que j'aimais, j'ai enduré le mépris d'une femme qui aurait dû être ma fille. J'ai cru un temps que je n'avais plus de valeur. Mais j'ai découvert en moi une force insoupçonnée. Je vois mes petits-enfants rire dans ma cuisine, leurs mains pleines de farine, et je sais que l'avenir leur appartient. Ils grandiront avec cette leçon. On ne nourrit jamais les chiens avec les plats d'une grand-mère. On respecte sa famille, ou on perd ce droit. Et parfois, je repense à ce réveillon où tout a commencé. Une phrase cruelle, lancée devant une cheminée illuminée, a suffi à déclencher un ouragan. J'ai compris ce soir-là que la vérité, même douloureuse, libère toujours. Georges me manque chaque jour, mais je sens sa présence dans chaque pas que je fais. Sa clairvoyance, ses précautions, son amour discret m'ont guidée. Il avait écrit « La vérité n'est pas seulement une arme, elle est une lumière. » Je vis désormais selon cette phrase. Et si un jour quelqu'un me demande ce que j'ai appris de toute cette histoire, je répondrai simplement « Ne sous-estimez jamais une grand-mère qu'on a voulu réduire au silence. Car c'est précisément dans le silence que se forge la voix la plus forte. »